enfin en tout cas dans mon cas, ils n'avaient pas lavé Ayana pendant environ 3 jours. Ok. Et elle sentait le liquide amniotique. Je pensais pas que je dirais ça un jour dans ma vie, mais ça sent trop bon. Ça sent quoi? Ça sent le paradis. Je sais pas, ça a une odeur un peu... Toi, t'as un chat, tu sais, le dessus de la tête des chats. Ouais. Ça sent bon, non? Parfois, ça sent un peu la bave. Non. Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches moments, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé un an génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi? Ça va? Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Voici le premier échange que j'ai eu avec Magali. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous pour dimanche. Est-ce que tu as des dispos ? Oui, est-ce que ça te dérange si ma fille de 4 ans reste avec nous ? Magali, elle fait plein de trucs, mais je l'ai rencontrée en tant que nailiste. Pendant le rendez-vous, on a eu le temps de se raconter les grandes lignes de nos vies, rythmées par des coïncidences intéressantes. Magali a appuyé sur le bouton reset de sa vie pour en devenir la chef d'orchestre. Elle en a fait de même pour devenir mère. Elle s'est mariée jeune, avec un désir de maternité inassouvi par une absence prolongée de règles. Elle entame un travail d'introspection, déclenchant un retour de cycle, suivi d'une grossesse surprise. Je vous laisse découvrir la suite. Bonne écoute. Salut Lily. Salut Steph. Comment ça va ? Ça va bien? Et toi? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je suis hyper contente de pouvoir t'interviewer et d'écouter ton histoire. Est-ce que tu veux bien te présenter pour l'audience ? Tu peux dire ce que tu veux sur toi, ce que tu as envie de partager. Donc, je m'appelle Lily, j'ai 33 ans. Je suis la maman d'une petite fille qui est déjà plus ou moins grande, elle a 6 ans maintenant. Je suis arrivée au Japon en 2010. Je me suis mariée quand j'avais 22 ans avec mon ex-mari. Du coup, j'ai divorcé entre-temps. Avec mon ex-mari qui a 18 ans de plus que moi. Je pourrais dire que j'ai passé toute ma vie d'adulte au Japon, en fin de compte, où j'ai l'impression d'avoir un peu grandi ici. Ouais. Et donc, voilà, j'ai divorcé il y a bientôt 2 ans maintenant. J'ai toujours un bon rapport avec mon ex-mari. Et voilà, mon expérience de maman au Japon était assez intense. Alors Mais on va continuer là-dessus. Ouais, pour commencer, enfin pas pour commencer, mais pour continuer du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton projet, ou pas projet, de maternité ? Alors, quand je me suis mariée, à cette époque-là, je me disais que je voulais avoir un enfant. Le problème, c'est que j'avais arrêté la pilule et j'avais pas eu mes règles pendant des années. Et Ah bon ? Ouais, pendant environ... J'ai arrêté la pilule, j'avais... Je sais plus quel âge, mais en gros, j'ai pas eu mes règles pendant 4-5 ans. Facile. Et j'ai été visiter pas mal de gynécos, que ce soit en France ou au Japon, et personne n'avait vraiment d'explication. Ils m'avaient juste dit, bon, quand vous voulez un enfant, venez nous voir et on fera une PMA. D'accord. T'avais quel âge À ce ce moment-là, je devais avoir 23-24 ans. Ok. Voilà. Et pour moi, en fait, c'était hors de question d'avoir un enfant de façon non naturelle. C'était, si je peux pas avoir d'enfant, c'est que j'ai pas les capacités d'avoir un enfant, que ça soit psychologique, mental, physique, il y a une raison derrière ça.
Et du coup, j'ai essayé par tous les moyens de résoudre le problème de façon, entre guillemets, naturelle, que ça soit des traitements naturels, que ça soit de l'alimentaire, que ça soit psychologique. Je suis partie un peu dans un travail de recherche de l'origine de ça. J'ai eu des très bonnes copines qui m'ont aiguillée là-dessus. Elles m'avaient conseillé un livre qui s'appelle Un jour elles seront mères, qui parlait justement des fécondations in vitro chez les humains en comparaison avec les animaux. Et pourquoi chez les humains, avec les mêmes procédés, il y a beaucoup moins de réussite qu'avec les animaux. Et en fin de compte, qu'est-ce qui nous sépare des animaux? C'est le mental. On a un mental élaboré qui permet d'avoir des concepts compliqués, des fois qui nous desserrent, mais qui peut être aussi bien sûr très utile. Donc ce livre m'a quelque peu interpellée. Et j'ai continué encore dans l'introspection. J'ai commencé des études un petit peu en psychologie et aussi en ésotérisme pour aller au fond du sujet. Et j'ai compris en fait les raisons pour lesquelles je voulais absolument avoir un enfant. Il faut savoir que j'ai souffert de ne pas de ne pas pouvoir tomber enceinte. À cette période-là, je voyais les mères enceintes, les femmes enceintes, les mamans de jeunes enfants et ça me donnait envie de pleurer. J'en souffrais énormément. Et durant ce travail d'introspection, j'ai pu me poser la question en fait pourquoi je veux être mère. Et j'ai réfléchi et ça m'a ramené à mon enfance qui n'était pas facile. Et j'ai compris en fait que je voulais réparer les erreurs de mes parents, de ce qui s'est passé durant mon enfance, et je voulais aussi offrir ce que je n'avais pas obtenu en tant qu'enfant à un petit être en fait qui entre guillemets m'appartiendrait. Et j'ai compris que c'était pas du tout une raison valable, que en fait un enfant c'est pas un sparadrap, qu'il a sa propre vie, qui vient pas pour nous, qui vient pour lui, et que d'avoir mis ça en évidence m'a fait comprendre qu'en fait si c'était pour ça, je voulais pas d'enfant. Et je me souviens que avec ce travail d'introspection, j'ai aussi compris beaucoup de choses sur mon adolescence, sur mon rapport avec ma mère qui est décédée quand j'avais 17 ans. Et j'ai écrit une lettre à ma famille en expliquant toutes mes vérités de façon très respectueuse et bienveillante. Et beaucoup de problèmes se sont envolés suite à cette lettre. J'ai continué mon travail personnel en me disant que maintenant j'avais la vie devant moi, j'aurais pas d'enfant, je pourrais me lever à n'importe quelle heure que je veux, je serais libre de faire tout ce que je veux. Et un jour, mes règles sont revenues, quelques mois après ces prises de conscience, les 2-3 mois je crois. Je me suis réveillée un jour dans la nuit et je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré de bonheur d'être à nouveau une femme qui fonctionne normalement, car les règles sont quelque chose d'absolument important. Si on sait les traiter avec respect, elles doivent être valorisées, je pense. Donc j'étais vraiment heureuse. Quand mes règles sont revenues, c'était une deuxième naissance pour moi. Et ça n'avait pas changé mon avis sur la question d'enfant, surtout qu'à l'époque, mon couple n'allait pas très bien. Et j'ai quand même dit à mon ex-mari, même si j'ai mes règles, que je suis très heureuse, je ne veux pas d'enfant. Bien sûr, elle était très déçue, mais voilà. Pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étaler plus que ça, parce que sinon ça va devenir trop long. Je suis tombée enceinte un mois après, contre toute attente. J'ai tombé des nues, littéralement. Parce que à ce moment-là, j'étais sûre que c'était pas possible. Je sais pas vraiment comment c'est arrivé, bon, on sait comment ça arrive, mais voilà, pour moi, c'était pas possible. J'avais passé 7 ans sans protection, même plus que 7 ans sans protection. Non, pas 7 ans, 5 ans environ. 5 ans sans protection. Et j'étais jamais tombée enceinte. Et je me souviens d'une de mes amies qui était venue à la maison, qui écoutait mon histoire, avoir mes seins qui faisaient mal. Je me suis dit, j'aurai bientôt mes règles. Ça fait pas longtemps que je les ai eues, donc tout ça prend du temps.
à se remettre en place. Donc j'imagine que j'ai des effets secondaires par rapport au cocktail hormonal qui doit se relancer. Ouais. Et elle m'a dit, mais écoute, tu devrais faire un test de grossesse quand même. J'ai dit, ok, bah écoute, franchement, j'y crois pas trop, mais bon, pour rigoler, quoi. Et j'ai fait le test de grossesse et En, c'était positif. en fait, donc t'as retrouvé tes règles et tu disais qu'en termes de timeline, 1 mois après, Ouais, je suis tombée enceinte. t'es tombée enceinte. Alors que j'avais bien dit à mon ex-mari, on fera attention. Euh, j'ai pas vraiment souvenir de ce qui s'est passé. Ok. On était en plein déménagement. En plus, on était plus ou moins les deux malades. Enfin, c'était vraiment genre, à aucun moment j'ai pensé que ça pourrait arriver. D'accord. Voilà. Donc, quand j'ai fait le test de grossesse et qu'il était positif, j'ai cru que. J'ai pas compris en fait. J'étais pas déçue, j'étais pas triste. En fait, c'était un. J'ai compris que ce qui m'arrivait c'était tellement gros parce que quand on comprend qu'on est enceinte, c'est quand même un moment particulier, un peu un point de basculement. Ouais. Peu importe ce qui se passe, qu'on le garde ou pas. Ouais. Donc du coup, j'ai fait face à cette situation et je suis allée directement à la clinique pour faire confirmer la grossesse, etc. Et à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais garder l'enfant ou pas. Ouais. Mais je me souviens que dans le chemin pour aller à la clinique, je savais que c'était une fille et je savais déjà son prénom, que j'ai oublié par la suite, mais qui m'est revenu. Et Ok. Et donc, après, voilà, mais j'avais de la peine quand même avec ce qui m'arrivait. Après réflexion, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'avis? J'ai changé tellement de fois d'avis. Je voulais un enfant, j'en voulais plus. Maintenant que j'en veux plus, j'en ai un. Qu'est-ce que je fais? Je garde pas. Donc, c'était assez intense le premier mois, du moins. C'est ouf, en fait, j'ai l'impression que, enfin, de ce que j'entends, c'est comme si ton corps s'était réparé Mm. avec le retour des règles et qu'il s'est mis à fonctionner. Enfin, ouais, il s'est mis à fonctionner, quoi. Voilà. C'est ouf. Ok. Euh, et donc, tu savais pas si tu voulais le garder ou pas. Voilà. Et finalement. Bah, je l'ai gardé. Ok. Qu'est-ce que. C'est quoi qui a été le déclic? Alors, je l'ai gardé. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en conscience après sa Ouais. venue. Au début, je me suis dit, bon, je vais la garder parce que voilà, elle est là et je vais l'aimer et que c'est un signe du destin, etc. Bon, ça, c'est la version poétique, hein. Mais après aussi, il y avait des choses que j'avais occultées. Quand j'avais parlé d'avortement à mon ex-mari, il m'a dit, si tu avortes, je te quitte. Ouais. Et on venait de déménager dans la maison de mes rêves, Ouais. que la vie avait l'air d'aller mieux. Ouais. Et du coup, tout faisait pour me faire rester en fait D'accord. dans cette situation. Et après coup, j'ai compris et j'ai assumé le fait que en fait, je l'ai gardé parce que je pense que j'avais pas le courage d'avorter, tout simplement. Parce que ça coûte aussi un avortement psychologiquement. C'est quelque chose quand même qu'il faut faire un travail aussi après coup Mm. pour process en général. Et je pense que me connaissant ma sensibilité et qui je suis, me connaissant inconsciemment, on va dire, je pense que j'avais pas le courage tout simplement. Voilà. Et j'avais pas le courage non plus de faire face à une situation compliquée avec mon ex-mari. Donc j'étais prête à accepter beaucoup de choses pour la paix. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, bien sûr, je comprends pourquoi elle est là. J'ai appris énormément de choses avec ma fille. Et j'ai pas, en fait, j'ai pas de regret, absolument pas de regret de comment ça s'est passé. Parce que peu importe le chemin qu'on prend, c'est positif. Si on sait en tirer le positif. Et franchement, je suis bénie parce que ma fille est vraiment une chouette fille, on va dire. Je pourrais pas tomber mieux. Voilà. Je fais une petite parenthèse pour Vas-y. te remercier sur ta transparence parce que je pense que c'est quand même pas facile d'avouer ça à un micro. Enfin, avouer, c'est un peu un mot fort, mais tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est hyper courageux, donc merci de l'avoir partagé. Il n'y a pas de quoi. Et du coup, ta grossesse, elle se passe comment à partir du moment où tu décides de continuer? Comment tu te sens? Comment tu choisis ta maternité, etc. Alors j'ai été
bien conseillé. Ouais. Je peux pas dire bien entouré parce que j'avais pas beaucoup de gens autour de moi, mais bien conseillé. J'ai mon ami ostéopathe qui m'avait conseillé une maison de naissance Ouais. excellente à Nakanoku. C'est à 2 stations d'ici en plus. Et donc je suis allée la voir. La sage-femme parle aussi un peu français. Et elle m'a donné des conseils qui étaient complètement en accord avec moi, mes valeurs. Et ma grossesse, en fait, s'est bien passée. Il y a eu un petit couac vers 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois, parce que j'avais ces contractions de Braxton X, là, qui étaient un peu trop proches. Mhm. Et à cause de ça, les médecins ont voulu m'hospitaliser et j'étais absolument contre cette hospitalisation, mais ils ont vraiment insisté. J'ai vécu cette hospitalisation très mal. J'ai voulu partir plus tôt que ce qu'ils préconisaient et finalement ils m'ont laissé partir. Et alors qu'ils craignaient un accouchement prématuré, elle a fini par arriver une semaine plus tard que prévu, certainement grâce à une séance d'acupuncture, parce que je me dis si encore un jour, elle reste encore un jour de plus et ils vont devoir déclencher l'accouchement. Aussi, donc les médecins avaient dit qu'ils ne m'autorisaient pas à accoucher en maison de naissance, mais que je pouvais avoir un accouchement en guillemets libre à l'hôpital de la Croix-Rouge. Donc c'était un accouchement avec la sage-femme. Attends, parce que t'étais suivie par un médecin en particulier, mais c'était pas au même endroit que la maison de naissance. Exactement. En D'accord. fait, la doctoresse qui m'a vue la première fois, elle m'a dit vous ne pouvez pas accoucher dans une maison de naissance parce que vous avez une conisation. Donc j'ai eu Je sais pas ce que c'est. quand on a quelques cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus, ils font ce qu'on appelle une conisation. C'est une petite intervention, on coupe une partie du col de l'utérus et il y a plus de risques d'accouchement prématuré a priori. Ok. Moi, j'étais complètement contre. Ça dépendait vraiment du médecin sur qui j'allais tomber. La sage-femme m'avait prévenu. Mais que c'est de cette première visite que la décision sera prise. Donc malheureusement, je suis tombée sur la doctoresse qu'il fallait pas et qui m'a dit non, vous pouvez pas accoucher en maison de naissance. Mais vous pouvez avoir un accouchement libre à l'hôpital de la Croix-Rouge, là où j'étais allée. Donc ça veut dire un accouchement avec la sage-femme. Ok. Accompagnée avec la sage-femme et le médecin vient juste à la fin pour voir si tout le monde est en vie et si tout s'est bien passé. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et le jour même après l'accouchement, je suis partie directement à la maison de naissance pour rester environ 7 jours là-bas. Et donc j'ai été suivie à la maison de naissance, Dieu merci, parce qu'à l'hôpital avec d'autres bébés, d'autres mamans et tout le monde qui a des horaires différents de tétés, je crois que je ne me serais pas vraiment reposée. Je pense que mon allaitement aussi aurait été compromis. Ok. Donc, un petit peu en arrière, parce que là, on est passé directement. J'ai accouché à l'hôpital de la Croix-Rouge et je suis allée à la maison de naissance. Ensuite, tu vas nous raconter ton accouchement? Ah oui, alors oui, mais pas de souci. Moi, ça m'intéresse. D'accord. Ben, en fait, justement, Ayana tardait un peu à arriver. Donc, ma sage-femme m'avait conseillé un acupuncteur très réputé qui apparemment pouvait même se faire retourner les bébés qui étaient en position de siège. Waouh. Donc, je suis allée voir cet acupuncteur et il m'a dit oh, ça va aller, vous inquiétez pas. Et en fait, le soir même, j'ai commencé à avoir des contractions. Et bon, alors ça a été assez vite. J'ai commencé à avoir des contractions assez douloureuses. Ma sage-femme m'a dit bon, comme c'est ton premier accouchement, ça va pas aller trop vite. Mais quand je lui ai dit bon, quand même, ça commence à se rapprocher, elle me dit bon, viens à l'hôpital. Et bon, j'étais déjà en train de hurler dans mon closet parce que j'avais trop mal. C'était vraiment intense comme douleur. Dans ton closet? Oui, tu sais, les walk-in closets. Et en Tu fait, t'es mis là-dedans? Je me suis mis là-dedans. Ouais. Accroupie. Exactement. Parce que j'avais trop mal et je me suis dit, comme je hurle, je crois que les voisins. Voilà, je sais pas au Japon si c'est normal d'hurler quand on a mal, pas trop, mais du coup j'étais un peu gênée à ce moment-là. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai oublié la gêne parce que je suis arrivée à l'hôpital et dans le taxi, enfin bon, j'avais déjà hurlé, tout le monde m'entendait hurler. Et pendant l'accouchement, tout le monde m'a entendu, je crois, donc c'était douloureux. Et je voulais donc un accouchement naturel.
Sur le moment, là, au moment le pire de l'accouchement, j'ai dit, faites-moi une péridurale, faites quelque chose. Ils m'ont dit, bah non, c'est trop tard. Et bah forcément, mais bon, moi j'étais là, mais c'est pas possible avec une douleur comme ça, on est censé mourir, c'est pas possible, j'ai l'impression de brûler dans l'intérieur. Et finalement, elle est arrivée, ça a pris environ 7 heures. En fait, les contractions étaient très puissantes. Et je pense que c'est pour ça que c'était très douloureux. Bon, après, je pense que c'est douloureux pour tout le monde, mais je pensais que je tiendrais mieux la douleur, mais en fait, non. Et donc, du coup, ça a été assez rapide pour un premier accouchement. Que normalement, ça dure au moins 10 heures. D'après ce que j'ai entendu, ouais, 7 heures, c'est plutôt du côté rapide. Ouais, Mais bon, sans péridurale. ouais. Mais j'étais très bien préparée aussi. Je m'étais entraînée, entre guillemets, avec un objet de torture qui s'appelle Epino, qui est pour éviter les épisiotomies, justement. Ah, Et c'est un truc un peu barbare mhm. que tu te mets et que tu gonfles. En fait, c'est un ballon que tu gonfles et tu t'entraînes petit à petit. Donc, durant ton dernier mois de grossesse, on va dire à assouplir la zone, le périnée. Et ça permet d'éviter les déchirures et les épisiotomies. Le truc s'appelle Epino. Ouais, mais il n'y a pas au Japon. C'était une sage-femme en Suisse qui m'avait conseillé ça. J'en ai ramené d'ailleurs à ma sage-femme ici au Japon, qui a dit que c'était incroyable ce truc, que toutes les filles qui avaient utilisé ça n'avaient pas eu d'épisiotomie, pas de déchirure, et que l'accouchement s'était passé de manière super. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ton accouchement c'était incroyable, on dirait que t'es faite pour ça, tu peux en accoucher 6. J'ai dit non. Hein, c'est bon. Ok, ben écoute, c'est bon à savoir. C'est la première fois que j'entends parler de cet item. Donc, au bout de 7 heures, Voilà. Ayana naît. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était magique. Ouais, Je l'ai prise dans mes bras, elle a pas pleuré, elle s'est posée sur... Enfin, on l'a posée sur moi. elle a pas pleuré. Non, elle a pas pleuré. Genre chill, je sors, Voilà. salut la vie, salut maman. Exactement. Ouais, j'ai entendu le son de sa voix, mais elle a pas pleuré, elle a fait «Ah!» ou un truc du genre. Hmm. Et on me l'a posée sur la poitrine, et puis je lui ai dit bonjour, je lui ai dit «Ah, c'était toi qui étais dans mon ventre». Enchantée. Et j'étais tellement émerveillée que j'ai pas dormi après. Le pire truc qu'on peut faire, c'est ne pas dormir après l'accouchement, parce qu'après on explosaxe. Et j'ai vraiment regretté ça. Mais j'ai passé la nuit à la regarder. Mais parce que t'avais pas sommeil, en Moi, fait. j'étais sous l'adrénaline. Ouais. Et j'avais pas sommeil, j'étais émerveillée, je la regardais toute la nuit. Enfin, c'était le matin, mais toute la journée, j'étais hypnotisée. Voilà. Et Trop je me bien. sentais bien, elle sentait bon. En plus, ici, ils lavent pas les bébés au tout début. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ils n'avaient pas lavé Ayana pendant environ 3 jours. Ok. Et elle sentait le liquide amniotique. Je pensais pas que je dirais ça un jour dans ma vie, mais ça sent trop bon. Ça sent quoi? Ça sent le paradis. Je sais pas, ça a une odeur un peu... Toi, t'as un chat, tu sais, le dessus de la tête des chats. Ouais. Ça sent bon, non? Parfois, ça sent un peu la bave. Non. Bah, pas le mien. Je bave pas dessus. Je bave pas dessus non plus. Donc, écoute, je pense que c'est une odeur de phéromone de bonheur, en fait. Mais c'est pas le truc, la substance blanche. C'est encore différent parce qu'on m'a dit que la substance blanche sur la peau des bébés à la naissance, c'était un truc qui avait une odeur particulièrement agréable pour les mamans. Mhm. Mais c'est encore différent du liquide amniotique. Ah, Alors, je sais pas finalement. aucune idée. Mais écoute, je sais que mon ex-mari m'a dit quand je suis rentrée dans le closet où t'étais en train de hurler, Ça je sentait bon. sentais ça. Ça sentait bon, ouais. Il disait aussi que ça sentait le paradis. Ouais, il a dit que ça... Non, il a pas dit que ça sentait le paradis, mais il a dit que ça sentait bon. Il a dit que c'était un peu magique comme odeur. Et pourtant, j'avais pas perdu les os. J'ai perdu les os pendant le travail. Ah ouais, Et c'est ouf. donc, du coup, Mais c'est les phéromones. Enfin, tu dégageais, des phéromones, ouais. tu dégageais une odeur de maman, quoi. Voilà, une odeur de... De paradis. Exactement. De paradis, de paradis. Et tu vois, je me dis, si ça se trouve, Ayana, tu vois, quand les bébés, avant de venir sur Terre, ils sont un petit peu au paradis, tu vois, tout va bien, ils sont tranquilles. Ouais. Et en fait, ben, je sais pas, il y a encore cette odeur qui les accompagne. Enfin, c'est un peu l'odeur physique
Ah, je sais pas, ça se matérialise par cette odeur. Je sais pas, en tout cas c'était magique. D'ailleurs quand ils m'ont lavé, ils m'ont pas dit et j'étais très déçue parce que quand ils m'ont ramené, elle sentait plus comme avant. Et j'ai dit, il faudrait plus me dire quoi. Que je me prépare psychologiquement à ce qu'elle ne sente plus rien. Voilà. Moi, je me rappelle que j'adorais l'odeur de sa bouche. Ah ouais, C'était, pour moi, c'était ça l'odeur du paradis. Ça sentait la pureté, quoi. voilà, Ça avait pas exactement. ingéré de trucs trash encore, et ça sentait trop bon. Ouais, Euh, Donc ça, en fait, ça s'est passé à la maison de naissance. On c'est est ça. d'accord. Et à ce moment-là, ton ex-mari était où? Il était avec toi ou t'étais avec Ayana et... Alors, pendant l'accouchement, le moment du travail, il était avec moi. Après, il a dû partir tout de suite au travail. Ouais, Et il venait me voir tous les soirs, parce qu'il travaillait. ok, d'accord. Et du coup, au bout de 7 jours, c'est le retour à la maison. Ouais, Tu t'en souviens? oui. Je m'en souviens, c'était pas facile. J'ai eu un tas de complications en plus, pas dues à l'accouchement, mais je sais pas pourquoi j'ai attrapé une infection à l'œil, c'était terrible. J'ai eu très mal. Ok. Donc j'ai des photos de moi avec un œil explosé et un bébé sur moi. Et j'ai eu aussi des problèmes d'allaitement. J'ai eu des engorgements, c'était hyper douloureux. Et je me souvenais à un moment que, de nouveau, je me mettais à hurler pendant l'allaitement parce que ça faisait très très mal. Et, et je me suis dit, après la douleur de l'accouchement, pourquoi j'ai encore enduré cette douleur, quoi. Donc physiquement, c'était pas facile. J'étais fatiguée. Je m'aimais pas physiquement du tout. Pendant toute la première année, je me suis pas aimée physiquement. C'était vraiment pas facile. Mais je me sentais quand même soulagée parce que juste avant l'accouchement, j'avais des jambes, c'était des poteaux. J'avais de la rétention d'eau de ouf. Et une semaine après, c'était redevenu normal. Donc j'avais quand même l'impression que j'étais libérée, quoi. Au bout d'une semaine, Ouais, ces espèces de gonflements aux jambes c'est s'étaient parti. J'ai fait estompés. pipi. Beaucoup pipi. J'ai D'accord. transpiré. Mais de la transpiration qui sortait de nulle part. Et j'ai dû perdre 7 kilos d'eau, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Je reviens un peu en arrière, mais toi qui n'as pas eu d'épisio ni de déchirement, le pipi, du coup, c'était cool? Ouais. Le premier? Alors, aucun problème. Aucun problème. Je faisais vraiment pipi, des longs pipis parce que je faisais beaucoup. Mais j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs été faire une consultation pour la rééducation du périnée. Au Japon, ça se fait pas trop, mais de nouveau, mon ostéo, il m'avait conseillé une fille qui faisait ça. Et quand j'y suis allée pour faire les exercices et tout, elle m'a dit que mon périnée était impeccable. Et que du coup, ben... Et d'ailleurs, je sais pas si c'est lié, mais je pense pas vraiment. Mais je sais que j'ai eu un retour de libido assez rapide. Mais je crois que c'était un petit peu une compensation. C'était plutôt psychologique, plus que, on va dire, hormonal. Mais j'ai pas eu de soucis. Je me souviens que ma sage-femme, elle m'a dit, il faut que vous attendiez quoi, 10 jours après l'accouchement, ou un truc du genre, 10-15 jours. Ok. Et en fait, j'ai même pas eu à attendre ça. En fait, j'avais une libido. C'est vraiment à contresens avec tout ce qu'on raconte, mais j'ai une libido qui est revenue directe. Quand tu dis compensation, ça veut dire que tu n'avais pas de désir pendant la grossesse? J'avais du désir, mais je crois que c'était en compensation par rapport au fait que je me sentais pas très bien dans ma peau. D'accord, Et je crois que ça m'a permis de me reconnecter quand même à mon corps d'une manière ou d'une autre. d'accord. De me dire que je suis toujours une femme. Voilà. Même si j'ai un petit bébé qui me demandait tellement, j'avais envie de recevoir aussi. Et C'est intéressant. j'avais pas d'attention qui venait d'ailleurs parce que j'avais pas de famille, Ouais. j'avais personne autour de moi, et pas Même vraiment d'amis. ta belle famille, elle n'était pas disposée à t'aider Non, un petit peu? D'accord. non, non. Ils habitaient loin, ils sont âgés, ils sont juste venus voir le bébé. Mon père est venu aussi quelques semaines après. Mais c'est pas de l'aide en fait. Non, Ça me faisait plaisir de c'est voir de la tout le monde, visite, mais mais c'est c'est pas de pas de l'aide. l'aide. Voilà. Mm. À la limite, je dirais même que c'est un peu. Mais ouais, que? Comment dire, mais ouais, que, ouais. Ouais. Mm. Ok. Euh, Tu vois, là, je suis encore un peu sous le choc de la reprise de la vie sexuelle à quoi? À même pas 10 jours postpartum, c'est Ouais. ouf.
Je pense que ça dépend beaucoup de notre rapport à la sexualité de manière générale, hein. Peut-être, mais Ma situation est hors du commun. mm, C'est pas la généralité, quoi. c'est pas. C'est vrai que j'ai pas souffert Ouais. de rien du tout, à part de la douleur, en fait. J'ai pas eu des dégâts physiques, rien. J'ai pas été abîmée dans ma chair. Mais je veux dire même, enfin, il y a des saignements, il y a beaucoup de saignements, moi, qui ont duré plusieurs semaines en fait, et du coup, même c'était psychologiquement même pas une option pour faire, moi, je me souviens qu'il y a eu énormément de saignements postpartum, enfin, les 3-4 premières semaines, et rien que ça, en fait, je trouve que c'est bloquant. Mais écoute, je me souviens que j'avais saigné la première semaine, Mm. les premiers jours, mais après, je saignais plus. Ok. Hmm. Je pense que ça m'aurait bloqué aussi. Mais non, j'ai pas de souvenir que j'ai saigné une fois de retour à la maison. Mais Ok. c'est vrai que maintenant que tu en parles, je me souviens de ces grosses Couche. couches qu'on se mettait, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça me revient maintenant, c'est vrai. Ok. Donc, est-ce que ton ex-mari, pendant les premières semaines, il était en congé paternité ou pas? Non. Et d'ailleurs, du coup, ça va résumer un petit peu mon année, ma première année en quelques phrases. La première fois que je me suis retrouvée seule dans un café sans ma fille, c'était assez un an. Ok. Donc j'ai passé l'année littéralement avec elle, tout le temps, avec mon ex-mari qui travaillait beaucoup. Et les seuls moments où j'étais pas avec elle, c'était quand lui il était à la maison et que j'allais faire des courses. Mais c'était pas pour moi, de nouveau. C'était. Obligation familiale, quoi. En fait, j'allais faire des courses, je me portais volontaire pour les courses parce que ça me permettait de mettre des écouteurs et d'aller marcher un peu et d'aller dans un endroit sans ma fille et sans avoir quelqu'un collé à mon ventre ou à mon dos, plutôt à mon ventre au début. H24, quoi. Ouais. Donc, c'était une libération pour moi d'aller faire les courses. Et ce moment dans le café aussi avec mes écouteurs et ma lecture en fait, c'était pour ses un an parce que son parrain nous a proposé de l'amener au zoo. Et donc, moi, j'ai dit, j'aime pas les zoos, donc vous pouvez y aller. Mais je vous attendrai dans un café. Et donc, son papa et son parrain l'ont accompagné au zoo pour ses un an. Et moi, j'étais dans un café. C'était incroyable. C'était orgasmique. J'étais en train de lire. Je crois que même j'ai pleuré, je crois. Avec ma musique dans les oreilles. J'étais contente. D'accord. Waouh. Cette première année que tu as passée un peu en fusion avec Ayana, on va essayer de segmenter peut-être trimestre par trimestre parce que Oui. je trouve que ça change beaucoup. Mais Euh, moi, j'ai beaucoup entendu parler du mois d'or ou les 40 jours postpartum. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Où, en gros, il recommande vivement de rester allongé, d'en faire le moins possible les 40 jours qui suivent l'accouchement. Est-ce que c'est quelque chose que, du coup, enfin, sans en être consciente, est-ce que tu as pu un peu te reposer et t'occuper exclusivement que du bébé? Ou très vite, t'as fait des trucs à l'extérieur, t'as reçu du monde, etc. Alors, mon père est arrivé, je crois, à la fin du premier mois. Ouais, Donc, j'ai reçu un peu, entre guillemets, du monde. ouais. Mais euh, je pense que j'en ai pas fait beaucoup. Euh, je- J'allais me promener avec ma fille en écharpe. Ouais. Mais j'étais énormément à la maison. Je cuisinais quand même, je crois. Oui, il me semble que je cuisinais quand même pas mal. Euh, je m'occupais de la maison tant bien que mal, mais plutôt mal. Parce que du coup, c'est pas facile hein, quand on est avec un tout petit bébé, en plus qui tient pas la tête. Mais non, mais oui, quand on arrive à la maison et que d'un coup c'est le tourbillon où tu dois te nourrir, mais tu dois la nourrir Ouais, et tu dois établir une routine à trois, mais à deux en quelque sorte, puisque c'est ouais. toi qui étais en frontline avec Ayana. Tu t'en souviens un peu de cette phase un peu
Ah oui, Enfin, l'arrivée, quoi. L'arrivée ouais. de Ayana et la création de cette routine en Bah, tant que famille. justement, là, hier et aujourd'hui, je me replongeais dans les photos. Mm. J'ai que des photos de ma fille qui dort, ou bien de ma fille et mon chat. J'ai beaucoup de photos avec mon chat et ma fille, parce qu'ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre, enfin plutôt le chat qui se collait à elle, mais en fait, il se passait vraiment rien dans ma vie. J'étais pas au beau fixe, hein, pas du tout, parce que j'avais très peur de la laisser, Ah, de la euh, confier, tu veux dire? même de la confier. Alors oui, j'avais très peur de la confier, mais je sais même pas à qui j'aurais pu la confier, parce que euh, mon ex-mari, il était pas mal occupé, donc à part le week-end où il la prenait juste pour quand j'allais faire les courses, en fait, voilà, il n'y avait pas beaucoup de moments où il pouvait s'en occuper. On dormait ensemble. Elle était exclusivement allaitée. Donc je m'en étais déjà mis pas mal sur les épaules, hein. Mhm. Ça se passait comment les nuits, par exemple, avec elle? C'était compliqué parce que comme on dormait ensemble et qu'elle était allaitée, elle passait beaucoup de temps au sein, tout simplement. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit et moi aussi, du coup. Donc je dormais pas, très peu. J'avais pas du tout de temps pour récupérer. Mais finalement, j'étais quand même souvent allongée, cela dit, hein. Mais niveau sommeil, Ouais, voilà, c'était pas terrible. Je crois que je le paye encore maintenant. Enfin, c'est c'est-à-dire. un truc à vie, quoi. J'ai pris un coup de vieux, voilà, dans ce sens-là. Et j'ai entendu dire par une amie coréenne que, en gros, la maternité, tu te prends 10 ans dans la tronche. Ouais, alors je confirme. Ouais, Ok. dans la tronche, dans le corps. Dans les rides. Ouais, c'est ça. Donc, tout à l'heure, tu évoquais ton chat. Oui. Moi aussi, j'ai un chat, et qui est noir de surcroît, comme le tien. Donc, j'ai envie qu'on en parle. Euh, Notamment de la rencontre avec Ayana. Comment t'as géré le truc? En fait, quand on l'a ramené à la maison, bien sûr, il est venu la voir en mode qu'est-ce que vous m'avez ramené là? Ouais. Mais pendant la grossesse, est-ce que c'était comme sur YouTube et il allait renifler ton ventre? Ou... Oui, alors il reniflait enfin, il marchait dessus, quoi. C'est un chat. Ok. Non, il était super content. Il a bien kiffé, moi enceinte, hein. J'étais encore mieux que d'habitude pour lui, je crois. On dégage un truc quand on est enceinte et les chats, ils se gavent avec ça. Donc, Bah, lui sentait peut-être l'odeur du paradis avant tout et le c'est monde, en fait. ça, ouais, exactement. Si ça se trouve, c'est ça. Il se dit encore plus de phéromones que d'habitude. Et donc, du coup, quand on l'a ramené, il était pas déçu, mais en mode qu'est-ce que vous m'avez ramené là, quoi. Et je me souviens qu'il a reniflé, il a reniflé, il a reniflé. Puis après, il a reculé, puis il a soufflé dessus. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, il s'y fera, hein. Ouais, ouais. Et finalement, il était tout le temps collé parce qu'un bébé, c'est chaud, ça sent bon, c'est Ouais, aussi plein de mais, phéromones. ouais, mais ça pleure régulièrement, ça attire toute l'attention de papa et maman. Et Oui, alors donc, ça attire l'attention, mais bon, le chat, il n'a pas besoin de demander la permission pour avoir de l'attention. Donc, il a compris que s'il en voulait, il se collait au bébé aussi. la mienne, elle a pas trop compris. Mais bon, chacun son chat. Ok. Donc, globalement, ça s'est bien passé, mais tu t'es pas dit, ok, comment je vais sécuriser le lit où Ayana dort pour pas que Nitro se mette dessus. Enfin, t'as pas eu peur qu'il l'étouffe ou des craintes, euh, des craintes quelconques? Non, oui, et non. Enfin, comme moi, je dormais avec ma fille Ouais, et que le chat dormait avec nous, en fait, on a un peu tous trouvé notre place dans le lit. ouais, Il se couchait jamais vers la tête. Donc, il se couchait à moitié dessus, mais à moitié aussi sur le coussin. Donc, je m'inquiétais pas trop. Et ok, comme j'étais tout le temps avec ma fille, ouais, en fait, c'était toujours un peu sous contrôle la situation. ok. Donc, et puis ouais, ça m'inquiétait pas trop. Ok. Ouais. Et quand tu parles de dormir avec ta fille, donc ça aussi, j'ai lu plein de trucs sur le fait que c'était pas forcément conseillé, etc. Toi, comment tu t'es éduquée en fait? Enfin, ça me fait penser à la manière dont tu as géré
les premières semaines ou même en fait l'intégralité de ton année toute seule, mais comment tu t'es éduquée sur la maternité, comment est-ce que tu allais gérer le truc avec ta fille? Hmm. Alors pareil, j'ai dû déconstruire pas mal d'idées reçues enfin des idées que je m'étais construites en me disant que bah, c'est bien de dormir avec les enfants, les Japonais ont raison, etc. Mais en fait, j'ai vite compris que ni moi ni ma fille on dormait bien. Et elle se réveillait plusieurs fois par nuit, ça pouvait aller entre 8 à 12 fois. Et quand on est vraiment fatigué, c'est de la torture. C'est tout simplement de la torture. J'en étais au point, je sortais le sein et puis voilà, elle dormait au sein. Et physiquement, je ne suivais pas du tout. Et elle aussi, elle était très insécure, je dirais. Avec le recul, j'ai vu la différence une fois que elle a dormi seule. J'ai vu la différence. Avant qu'elle dorme seule, elle était très insécure. Je ne pouvais pas la laisser plus de 5 minutes par terre, même quand elle avait 5-6 mois, donc ils commencent un peu à bouger et tout, à faire leur vie. Je pouvais pas la laisser plus de 5 minutes sans qu'elle pleure. Elle pouvait pas dormir sans moi. Et donc du coup, je la portais tout le temps en écharpe. Et au bout d'un moment, ça allait crescendo en fait. Avant, elle pouvait pas dormir seule, alors je la portais en écharpe. Après, il fallait que je bouge. Et après, ça suffisait pas, il fallait que je marche pendant longtemps. Donc je passais littéralement 4 heures de marche par jour pour qu'elle puisse faire ses siestes, parce qu'il n'y a que quand je me promenais qu'elle dormait. Et comme j'avais pris la poussette que pour à partir de 3 mois, j'avais pas le couffin pour les nouveau-nés, bah, j'ai commencé à la mettre dans la poussette quand elle avait environ 3-4 mois, mais de nouveau, ça marchait pas parce qu'il fallait qu'elle soit contre moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et comme je passais quand même beaucoup de temps devant mon téléphone à essayer de parler ou aller sur des groupes Facebook qui parlent de la maternité, essayer de m'informer, je suis tombée sur des personnes qui avaient traduit un livre en français sur le sommeil des bébés. Et là, ça a été une révélation. Tu veux bien citer le livre ou pas pour les mamans qui souffrent Oui, un peu oui, parce que ça a aidé aussi d'autres personnes dans mon entourage, qui s'appelle Au dodo les petits, je crois. Ok, Euh, il faut que je regarde, au pire je t'enverrai le lien. très bien. Et donc ce livre qui est structuré d'une façon un peu étrange quand tu le lis, donc c'est pas vraiment des chapitres très structurés, mais tu dois vraiment t'imprégner du concept du livre. Euh, Ça en fait fait un peu une métaphore entre un safari et la maternité. Donc quand tu vas pour faire un safari, tu as envie que les gens ils te prennent en charge. Tu as envie qu'ils te lead. Tu as envie que tu dois te sentir en sécurité pour faire ton safari. Tu sais que les gens ils vont organiser, ils vont t'amener à tel endroit, ils vont te présenter là où tu vas dormir, etc. Et qu'en fait la maternité c'est pareil. L'enfant il arrive et il s'attend à ce que ses parents le protègent, prennent le lead et montrent que tout va bien. Et que quand on dort avec son enfant, collé, ça veut dire que l'endroit où on est, c'est pas safe. Tu le protèges avec ton corps. Et du coup, il va dépendre toujours de la présence de ses parents, parce que si ses parents sont pas là, ça veut dire que c'est pas safe. Donc il va les appeler en pleurant, et donc les parents vont revenir, et hop, de nouveau, ils se sentent en sécurité. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à l'enfant qu'il est en sécurité, tout seul, et qu'il peut s'endormir tout seul, que tout va bien, papa et maman sont là pour sécuriser l'endroit. Mais ce temps d'adaptation est délicat. Il faut compter environ 2 semaines. Et il y a des outils dans ce livre, tout est bien expliqué, je ne vais pas le faire là, donc voilà. Mais il y a des outils qui permettent justement de faire face à cette période compliquée. Et j'ai fait ce qui est préconisé dans le livre. Donc elle a pu, à 7 mois, dormir dans son lit, dans sa chambre, toute seule, des nuits complètes. Et là, moi, je me suis reposée. J'étais une autre personne. Et ma fille aussi était un autre bébé. Elle était beaucoup plus confiante, beaucoup plus souriante, beaucoup plus concentrée sur ses jeux. Elle pouvait rester 30 minutes à jouer, à faire sa life. Elle, beaucoup plus communicative et beaucoup moins effrayée des autres. Voilà, c'était vraiment une autre personne. Elle a gagné en confiance en elle. Je pense que de lui avoir donné
le pouvoir sur son sommeil, de l'avoir rendue indépendante par rapport à son sommeil, parce qu'un enfant, un bébé, est capable de s'endormir seul, s'il se sent en sécurité. De lui avoir donné ce pouvoir-là, je pense qu'elle a gagné en confiance en elle. Ça fait bizarre de dire ça de la part d'un bébé, mais bon, c'est des petits bouts d'humain, donc ça doit fonctionner pareil. D'accord. Ok, donc c'était hyper intéressant le résumé du bouquin sur le sommeil, sur la gestion du sommeil du bébé. Tu évoquais rapidement que juste avant de tomber enceinte, c'était un peu compliqué au niveau de ton couple. Comment ça s'est passé du coup postpartum? J'étais tellement occupée avec mon bébé que, en fait, j'avais pas vraiment de... J'étais complètement... C'est difficile à expliquer, mais j'étais un peu, comment on dit, numb, Ok. anesthésiée. Ouais. Voilà, anesthésiée. Et donc, ça allait. Franchement, ça allait. Je me posais pas des questions par rapport à mon couple. Il pouvait pas être plus présent, plus que ça. Donc voilà, je vivais au jour le jour. D'accord. Mais je n'ai pas reproché le fait qu'il n'était pas présent. C'est juste que j'ai pris beaucoup sur moi. Tellement que forcément, ça s'est ressorti aussi plus tard. Ouais. Mais le fait que ça n'allait déjà pas avant que je tombe enceinte, tout ce qui est arrivé, ça a juste retardé finalement ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir pour notre couple, du moins avec les outils et la situation qu'on avait à ce moment-là, quoi. Donc en gros, la grossesse et le postpartum, c'était une espèce de parenthèse Oui, ultra intense parce que bébé, voilà. mais ça n'a pas aggravé votre relation, c'était juste Non. quelque chose de latent qui ensuite a repris le dessus. Ouais. Ok. C'était pas un mauvais mari, enfin, c'était pas une mauvaise personne, c'était juste un mauvais mari. On n'était pas adaptés. Ouais. Je l'ai beaucoup blâmé, mais maintenant plus du tout parce que on a fait avec ce qu'on avait. Ouais. Mais je pense qu'il a fait de son mieux. Il a toujours été d'accord avec moi. Quand je décidais quelque chose pour ma fille, il a toujours respecté. Quand Ouais. j'ai dit je veux qu'on dorme séparément, il a dit ok. Au sujet des décisions médicales, il était de mon côté et les médecins quand même. Donc j'arrivais avec des concepts un peu extravagants, mais il m'a toujours suivi. Donc à ce niveau-là, il m'a fait confiance en tant que mère. Et ça, j'apprécie beaucoup. D'accord. Ouais. Je pense aussi pour ça que ça s'est si bien passé en tant que parent. D'accord. Ouais. Mais d'après ce que tu viens de raconter là, au final, tous les choix, aussi bien au niveau de la grossesse, la maternité, enfin l'accouchement et la manière dont tu voulais appréhender le suivi médical de ta fille, c'est quand même toi qui te renseignais en premier et ensuite tu lui évoquais ce que tu voulais faire et lui, il validait ou il validait pas. C'est pas quelque chose dont vous discutiez ensemble. Effectivement. Mais je sais que je suis celle qui me pose beaucoup de questions de manière générale dans la vie. Donc je pouvais pas attendre ça de sa part non plus. Ok. Je suis celle qui a les Kodawali, en guillemets, qui a Ouais, les préférences. les préférences. Donc c'est pour ça que je me renseignais. J'attendais pas à ce que ça soit lui de le faire, pas du tout. Ça aurait été peut-être même plus compliqué si lui s'était renseigné et qu'il ait eu un avis différent. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, c'est toi qui t'es retrouvé avec cette charge. C'est quand même une charge, tu vois. Même si c'est quelque chose, même si tu as tes préférences, c'est toi qui t'es éduqué, qui a fait l'effort, etc. C'est un choix. Ok, C'est un choix. d'accord. J'aurais pu ne pas me poser de questions. Ouais. Mais j'aurais pris des décisions sans savoir pourquoi je les prenais. Pourquoi j'ai pris la décision d'allaiter exclusivement? Pourquoi j'ai pris la décision de ne pas faire de péridurale ou ce genre de choses? Et d'autres décisions que j'ai prises ensuite par rapport à son éducation. Et c'est parce que c'est aussi peut-être une preuve de vouloir contrôler la situation. Mais c'était un choix, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne D'accord. pouvais pas laisser ça au hasard, en quelque sorte. D'accord. Ouais. Et quand tu parles d'allaitement exclusif, est-ce que tu veux détailler un petit peu plus? Est-ce que tu l'as allaité pendant 1 an exclusivement ou tu as aussi commencé à faire de la diversification alimentaire pendant sa première année? Alors, de toute façon, la diversification, ça se met en place entre le 6 et le 7e mois, je crois. Ouais. Chose que j'ai faite. Donc, jusqu'à cet âge-là, elle a été exclusivement allaitée.
j'ai trouvé incroyable, en fait, pour moi, en tant que corps humain, j'ai trouvé ça incroyable que, même si c'est naturel, hein, même que ma fille, en fait, ait vécu autant de moi juste par la force de mon corps. Ouais. Qu'elle ait même pas eu besoin de boire de l'eau, qu'elle ait même pas besoin de rien d'autre, en fait. Et après, donc, bon, on a fait la diversification menée par l'enfant, ce qui s'appelle avec des morceaux, quoi, depuis le début. Ils prennent des bananes et ils jouent avec, et éventuellement, ça finira dans la bouche. Et là, c'est la découverte, c'était très rigolo à faire d'ailleurs. Même si ça demandait beaucoup de travail parce qu'il fallait nettoyer après, hein. Et ça, c'était vraiment pas facile. Mais donc, voilà, ça c'est pour l'alimentation. Donc, elle a été allaitée exclusivement jusqu'à ses 7 mois, diversifiée. Et allaitée jusqu'à presque 2 ans. J'ai arrêté avant 2 ans, ils préconisent 2 ans. Mais j'ai arrêté avant parce que j'étais fatiguée. D'accord. Et puis ça s'est fait naturellement. Vraiment, j'ai dit un jour, j'ai dit, écoute, Ayana, on va remplacer la tétée du soir par un livre. Et puis elle a dit ok. Par un Ouais. livre? Ouais. Vous êtes tellement une famille d'intellectuels. Mais... Ouais, je pensais qu'Émile Zola à 2 ans. Non, c'était des livres pour enfants, hein. Oui, mais c'est marrant comme troc. Plus de Lolo, mais bouquins. Vas-y. Enfin, ce qui comptait le plus, c'était de passer un moment avec maman avant d'aller se coucher, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mais enfin, mon allaitement, c'est entre guillemets bien passé. Au début, c'était pas facile parce que j'ai vraiment les seins on me dit que c'est trop compliqué pour allaiter parce qu'apparemment les blondes elles savent pas allaiter. C'est quoi Enfin, cette histoire? non, en fait, souvent j'ai entendu que les caucasiennes blondes, elles ont plus de difficultés à allaiter parce que la peau, parce que la structure des seins, enfin bref. Et c'était des choses que mes copines m'avaient racontées. Beaucoup de filles autour de moi n'avaient pas pu allaiter parce que ça avait été compliqué, Ok. douloureux, etc. Ma mère aussi m'avait dit, oui, j'ai pas pu allaiter parce que ça ne marchait pas, j'avais pas assez de lait, etc. De nouveau, j'ai été bien conseillée. J'ai participé aux réunions de la Lecce League. À ce moment-là, il y avait celle qui s'occupait de la Lecce League, a été d'un soutien incommensurable. Je lui dois vraiment la réussite de mon allaitement. Elle, ainsi que les sages-femmes à la maison de naissance. Parce qu'au tout début, ils ont failli remplacer par du lait en poudre parce que ma fille prenait pas assez de poids les premiers jours. Et j'ai tenu bon et je suis fière, Ok. vraiment. Pour moi, c'est un accomplissement. Voilà. Tu veux nommer les sages-femmes et la responsable de la Lecce League ou pas? Alors, la responsable de la Lecce League, elle habite plus au Japon. Ah. C'était Gaëlle, je crois, son nom de famille, je me souviens plus. Mais Ok. maintenant, ils ont déménagé en Suisse, je crois. Et la sage-femme, en fait, c'était de l'équipe de sage-femme à la maison de naissance, Ok. que je peux aussi t'envoyer les liens. Ok. Je peux t'envoyer tous les liens. Mon carnet d'adresses et mes livres. Bah, les bons plans pour les mamans qui se posent des questions, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est un parcours. Moi, j'ai choisi the hard way, hein. Voilà, donc il faut bien réfléchir. C'est ça, enfin, je sais que maintenant, il y a beaucoup de mamans qui font des choix différents Mm. parce qu'elles ont pas envie de s'infliger ça. Mm. Ce que je comprends, surtout après avec le recul. Mais voilà, c'est bien d'avoir le choix, je pense. Mm. Et se poser les C'est questions. d'avoir le choix, c'est Ouais. c'est hyper important, je pense. D'après ce que j'ai compris, physiquement, t'as l'air de t'être remis quand même assez rapidement, entre guillemets, de ton accouchement, enfin de ta grossesse et de ton accouchement. Comment tu te sentais au niveau psychologique? Alors, je pense qu'au niveau psychologique, ça n'allait pas, mais je m'en rendais pas trop compte. C'est avec le recul, maintenant que j'ai un point de comparaison, que je me dis, mon Dieu, mais c'était une catastrophe en fait. Mais c'était une catastrophe aussi avant la grossesse, donc j'avais pas non plus de point de comparaison. Euh, mais voilà, physiquement, mon corps n'a pas souffert plus que tant, si ce n'est qu'en apparence. Je veux dire, en apparence, le regard que je portais sur mon corps était insatisfaisant, on va dire.
Enfin, j'étais C'est-à-dire? insatisfaite de mon apparence physique après l'accouchement pendant des années. C'est-à-dire? J'avais pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Je faisais 54 kilos quand je suis tombée enceinte pour 1m71, 71. Ouais. C'est légèrement en sous-poids. Et j'avais eu des problèmes d'anorexie aussi avant, à mon arrivée au Japon aussi. Et donc du coup, au moment d'accoucher, je devais faire 70 kilos, Ok. 70 kilos. Ouais. Donc j'avais pris 16 kilos. Et après, quand je suis sortie de la maison de naissance, je devais faire environ 64 kilos. Donc j'avais perdu environ 6 kilos, 6, 7 kilos. Et kilos. après, j'ai perdu de l'eau, beaucoup, pour arriver à environ 62 kilos, 61 kilos, par là, ça variait. J'immortalise. Et donc voilà, après j'étais très ronde, mon visage était très rond, j'aimais pas, enfin je me rappelais ma mère en fait physiquement, qui n'est pas ronde mais qui avait un visage, mon visage me rappelait celui de ma mère et j'ai l'impression que j'étais possédée par ma mère et que c'était pas moi, tu vois. Quand je me voyais en photo, je me disais, purée, on dirait ma mère. C'est pas positif ni négatif, mais c'était juste, j'ai l'impression que c'était pas moi, quoi. Et ça a pris pas mal de temps pour me réapproprier mon corps. Je pense que je me suis réapproprié mon corps en 2019, quand elle avait 3 ans. Ça a pris environ 3 ans, je pense, pour m'y remettre. Et je suis très contente Mais maintenant. ça aussi, ça a été progressif. C'est pas du jour au lendemain où tu t'es dit, vas-y, mon corps, ça y est. Non, ça a été progressif, mais sur la fin, ça a été très rapide. C'est à partir du moment où je me suis dit, aussi, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, que j'ai commencé à relancer des passions, à avoir de l'intérêt pour autre chose que ma fille, que du coup, euh, ça, ça m'a sorti un peu de ma torpeur. Et donc, j'ai rempli mes journées avec autre chose que juste manger, dormir et ma fille, quoi. Et parce que j'ai pas perdu de poids vraiment parce que je mangeais aussi plus et je bougeais pas assez. Donc je remplissais un peu mes journées avec ça aussi, hein, voilà. Mm. Et la grossesse aussi m'avait fait manger plus. J'avais eu cette espèce de craving pour des goûts de mon enfance. Donc je me faisais des tartines au miel. Et du coup, je crois que ça m'avait relancé sur la nourriture à ce niveau-là, quoi. Ok. Euh, donc tu disais que tu racontais que voilà la première fois où tu t'es retrouvée seule Mhm. après la naissance de ta fille, c'était le jour de ses 1 an. Comment tu occupais tes journées du coup pendant cette première année zéro avec ta fille? C'est drôle parce que avait rien de consistant dans ces journées, à part justement les soins à ma fille. J'avais. J'ai faim, je suis désolée si on entend mon ventre gargouiller. J'étais. Alors jusqu'à ce que je décide qu'elle dorme séparément, j'avais pas vraiment de rythme, j'avais pas vraiment de schedule, j'avais pas de routine. Je suivais en fait le rythme du bébé, c'est lui qui menait la danse. À partir du moment où j'ai décidé que elle devrait dormir seule, c'est moi qui établis un planning avec des heures de sieste. Et donc pendant ces siestes, parce qu'elle faisait quand même 2 siestes l'après-midi et une le matin, c'est comme ils préconisent dans le livre, a priori, plus la nuit. Du coup, pendant ces siestes, j'avais du temps pour moi, pour lire. Je continue à étudier. Donc tout le temps de libre que j'avais, c'était pour étudier et pour m'occuper de la maison. La lessive, on habitait dans une grande maison, ça demandait quand même pas mal de taf, même si j'ai beaucoup, beaucoup revu mes standards à la baisse. Mais il y avait quand même beaucoup de lessive. En plus, à la maison, j'étais en couche lavable. Donc ça Ah faisait. Ouais. oui. Oups. Pardon. J'avais beaucoup de travail à ce niveau-là. Et du coup, ouais, ça demandait de la maintenance. Je passais beaucoup de temps
aussi à lire, à se parcourir les forums, les pages Facebook, ce genre de choses, pour me renseigner. Et en fait, maintenant que tu me poses la question, je réalise que de nouveau, j'étais en train de, entre guillemets, étudier des trucs tout le temps, que ce soit au niveau de comment on s'occupe des enfants, de essayer de comprendre un peu ce qu'il y a de mieux, me prendre la tête sur les décisions que je vais devoir prendre pour son avenir. Crèche, pas crèche, qu'est-ce que je vais faire de ma vie aussi, enfin ce genre de choses quoi. Ok, ça me fait penser à un truc, c'est que tu parlais enfin, la diversification alimentaire, tu l'as faite euh, via la DMA, enfin, Ouais. la diversification menée par l'enfant, Mhm. DME, Ouais, DME, DME, ouais. n'importe quoi, je confonds avec PMA. Mais ça aussi, en fait, je pense que si tu t'éduques pas un minimum, tu sais pas que ça existe, tu sais pas comment ça marche. Mhm. Et surtout, comme on est au Japon, on aurait eu tendance à suivre le fonctionnement japonais. Mhm. Donc ça, pourquoi est-ce que tu as choisi en fait cette méthode? Parce qu'en fait, pour moi, j'essaie toujours de comprendre, de choisir le bon sens. Ouais, Et j'essaie de remonter le plus loin possible. Et si quand je lis un texte, les arguments font sens, je vais choisir ça. Et les arguments en faveur de la DME, pour moi, faisaient sens. Il faut se pencher sur la question pour pouvoir faire son choix. ouais. Mais en fait, le fait l'enfant, au début, c'est une découverte sensorielle. Euh, c'est lui aussi qui va euh, découvrir la motricité, comment on fait pour c'est où la bouche. C'est vrai, C'est ouais. aussi de comprendre les textures. C'est lui qui choisit en fait. Et puis c'était très rigolo pour elle. C'était vraiment un jeu. Et le fait que quand ils sont bébés, ils n'ont pas de j'aime pas vraiment. Ils mettent tout dans la bouche. Et je me suis dit, ça va être super si je vais déjà le faire face à enfin, l'exposer à des goûts un peu extrêmes. Donc des jus verts ou des trucs comme ça. Des trucs Ta acides. spécialité. Je vais passer pour une hippie. Des trucs qu'elle buvait que même moi j'arrivais pas à boire et puis enfin, quelle mère incroyablement indigne j'ai faite. Non, mais je sais qu'il y avait des trucs très bons. À base Oui, de curcuma et de... non, j'ai pas eu de curcuma, mais si à base de purée d'oléagineux, etc. Donc bien sûr, il y a des gens qui disent faut pas exposer les enfants aux oléagineux depuis le début parce que ça peut faire des allergies. Mm, Il y en a qui disent qu'au contraire, c'est une exposition au plus jeune âge qui ouais, fait que. ouais. Donc bon, moi j'ai décidé que à ce niveau-là, il y a des trucs je me prends la tête, mais il y en a d'autres je me prends moins la tête. Mm, Euh, Pareil, j'ai décidé de ne pas lui donner trop de produits laitiers, à part des produits fermentés, genre yaourt ou fromage, mais pas de lait, par exemple. Euh, enfin bon, voilà, j'avais... En lisant les explications, pour moi, ça faisait sens. J'essayais toujours de me rapprocher de la nature au maximum, parce que je crois elle a ses raisons. ouais. Et donc, ben voilà, j'ai... Et puis je pense que grâce à ça, maintenant, elle peut vraiment manger tout. Excellente transition, du coup. Vas-y. Au même titre que la DME, tu Ouais. évoquais la couche lavable. Ouais. Alors, je pense que tu es la seule maman dans mon entourage que je connaisse qui ait eu le courage d'utiliser des couches lavables. Et du coup, je veux bien écouter ton témoignage. Alors, il faut savoir qu'il y avait encore plus warrior que moi. Parce que moi, j'utilisais couche lavable à la maison. Mais j'avais des copines qui utilisaient couche lavable aussi à l'extérieur. Et ça, je me sentais pas de le faire. Mais ce que je faisais, alors là, j'ai des photos de ma fille que du coup, on publiera pas. Mm. Mais en fait, depuis qu'elle s'est rampée, je mettais pas de couche non plus. Je faisais une sorte de string de sumo. Et quand je voyais qu'elle allait faire pipi, je la posais sur le pot. En mode, c'est pas en mode je veux l'apprendre à être propre ni rien du tout parce que j'aime pas aussi ce concept, mais en mode j'aurais pas besoin de faire la lessive. Et bah du coup aussi elle apprend que quand on fait pipi ça mouille et ça fait des flaques par terre par exemple.
Malgré le string de sumo. Voilà, en fait, le string de sumo, c'était au cas où. Et en fait, c'était très pratique parce que du coup, j'avais mis une sorte je sais pas, un truc pour les cheveux ou qui se tient à la taille. Enfin, j'ai fait un bricolage que tout d'un coup, quand je voyais qu'elle allait peut-être faire pipi, je tirais le machin, je la posais sur le pot et je remettais et hop, c'était nickel. C'était pas un truc qui était conçu à la base pour ça, c'est Non, toi c'est qui du l'as... bricolage, Ok, complètement. intéressant. Voilà, et pour pas qu'elle ait froid aux jambes, je lui mettais des leg warmers là. Donc elle avait une dégaine. Ah ouais, la stripteaseuse, quoi. Mais maintenant que tu le dis. En plus, bon, voilà. C'était rigolo. En fait, pour moi, je voyais Ayana comme un petit pet, comme un petit animal de compagnie Ouais. ils marchent à quatre pattes, ils font pipi, caca là où ils peuvent, et puis ils savent pas trop réfléchir non plus. Donc en fait, c'était rigolo. Pour moi, elle marchait entre les jambes, tout ça, et en fait, je trouvais ça mignon. Donc à la maison, je mettais vraiment des couches. Quand elle dormait, des couches lavables quand elle dormait ou ce genre de choses. Mais quand je pouvais, j'enlevais tout. Elle était cul nue. Ouais, elle s'en Ok. souvient. Parce que tu parlais des mamans qui utilisaient des couches lavables en sortie. Pour moi, utiliser des couches lavables, même pour dormir, c'est un move de warrior, hein, parce que il y a un risque quand même non négligeable de souiller la literie, quoi. Oui, alors je, je crois que bah, ça n'a pas été. Alors, au bout d'un moment, je me souviens que j'avais des couches pour la nuit aussi, des couches jetables, mais c'est quand elle était plus grande. Je crois que c'est. Oui, en fait, c'est quand elle était plus grande et que les couches lavables, je voulais pas en racheter à sa taille. J'avais la flemme. Mais jusqu'à ses. Bah, en fait, jusqu'à quel âge que les couches lavables ça remonte quand même. Je pense que ça a duré jusqu'à ses 1 an et demi, peut-être. Ok. Ouais, 1 an et demi, 2 ans max. Quand on était en déplacement en voyage, j'avais des couches jetables, hein. Ouais. Mais sinon, au final, c'était pas. C'était pas si contraignant que ce qu'on s'imagine? Non, en fait, ça m'a permis de découvrir quand les taches de caca de bébé, ça se nettoie avec le soleil. Oui, c'est toi qui m'en as parlé, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. Ouais, Oui, c'était incroyable. Même si on avait une machine à laver qui lavait à l'eau chaude, en fait, les taches, ça partait pas, mais je les mettais au soleil et hop, c'était nouveau blanc. Et puis en plus, les cacas de bébé au début, après un peu moins, mais au tout début, quand ils sont allaités et tout, ça sent pas mauvais. non. Euh, c'est quand ils ont pas encore fait une diversification alimentaire, comme tu dis, ils ont rien mangé de trash encore. Mm. Ça sent même bon, donc ça souille, tu vois, mais je considérais pas ça comme très sale. Et en fait, bah, ouais, comme elle était cul nue aussi, j'avais pas tant de lessive que ça, finalement, il me semble, par rapport à ce que les gens peuvent imaginer. Donc voilà, Euh, mes journées étaient occupées par ça aussi, c'est vrai. ok, alors je suis désolée, moi je comprends pas comment ça marche. Et je pense qu'il y a pas mal de mamans qui savent pas comment ça marche. Ouais. En termes de stock, enfin en termes de stock, où est-ce qu'on en achète? Moi, je sais pas où est-ce qu'on, à part sur Amazon peut-être si on cherche. Mais Mhm. comment tu achètes des couches lavables? Où est-ce que tu achètes des couches lavables? Combien Alors, il faut en avoir? Comment est-ce qu'il faut anticiper le stock? alors exactement les chiffres, je saurais pas te dire, mais par contre, je me souviens que quand j'étais enceinte et que j'étais en Suisse, en voyage en Suisse, j'ai participé à un atelier couche lavable. Et ils Ok, m'ont tout expliqué. ok, Ils m'ont parlé des inserts. Donc en fait, tu as une couche extérieure qui est plus ou moins imperméable en fonction du tissu que tu choisis. Les inserts, c'est pareil. Tu as plus ou moins t'as du... Stéphanie, t'as faim. mais même, en fait, je ressens même pas la faim, c'est juste genre, je crois que mon ventre vide. Enfin, j'ai mangé une date. Donc oui, les inserts, le tissu, les matériaux, tout ça, enfin, il y a plusieurs trucs différents, il y a des hybrides, semi-hybrides, je sais pas, enfin, je sais plus vraiment. Et je crois que j'ai essayé un de chaque, et le truc qui me plaisait le plus, bah, j'en ai acheté, voilà, en certaines quantités, je crois que je devais en avoir. En fait, il y avait juste l'insert qu'on changeait. La couche extérieure, tu pouvais la garder pour la journée si ça n'avait pas sali. Fuis. Voilà.
Mais les inserts, tu les changeais à chaque fois. Est-ce que ça ressemble genre à des serviettes hygiéniques? Ou c'est Alors, un peu plus complexe? il y en avait qui ressemblaient à des serviettes hygiéniques, mais il y en avait, moi, ce que j'avais, en fait, c'était des inserts, je sais plus, qu'il fallait que je plie. C'est des sortes de rectangles de tissu que tu plies d'une certaine manière et que tu mets, en fait, dans la couche. D'accord. euh, qui, elles, en fonction des couches extérieures que tu avais, se clippaient avec des boutons pression. Voilà. Ok. Il y en avait avec de très jolis tissus. Il y en a aussi qui les cousent eux-mêmes. Bon, là, c'est encore un autre level. Je sais que tu as une partie de ta famille qui habite en Suisse, donc ça implique des voyages en avion avec un bébé. Tu veux en parler ou pas? Oui, je me souviens que j'ai beaucoup appréhendé le premier voyage. Elle avait quel âge? Elle avait... est-ce que c'était... Elle devait avoir 6 ou 7 mois. Ok. Ouais. Non, 7 ou 8 mois. Non, 8 mois. Donc Ouais, déjà, non. elle marche à quatre pattes ou pas? Oui. Hmm. Oui. Et elle est... Ouais, absolument. Et donc, bon, décalage horaire aussi, j'appréhendais tout ça pour remettre le rythme en place. Mais finalement, ça s'est bien passé. Le premier voyage, je me souviens que je suis tombée sur un couple adorable qui était assis installé derrière moi, derrière nous. Et la femme rentrait du Japon, où elle était pour le travail. Et elle se réjouissait de rentrer pour retrouver son enfant aussi. Et elle dit, j'ai tellement besoin de pouponner, est-ce que je peux m'occuper de votre fille? J'ai dit, allez-y. Parce que là, ton ex-mari n'était pas avec toi. T'étais tout... Si, il était Il était avec avec moi. toi. Ah, ok. Mais en fait, pour tout, c'était surtout moi en fait qui était en charge de tout. Ok. Il l'a jamais porté à l'extérieur, hein. Il l'a jamais porté en écharpe, rien du tout. Il a jamais vraiment été très impliqué. Il t'a changé ses couches lavabo ou pas? Bonne question. Oh putain. Et écoute, bonne question. En tout cas, il l'avait pas, c'est sûr. Bon, après, il était occupé par le taf et voilà. Mais bon. Et puis, c'est vrai que je l'ai pas non plus laissé, peut-être. J'ai tendance à toujours faire tout moi-même. J'en prends beaucoup sur moi. J'ai tendance à mettre beaucoup sur moi. Mais ouais, il a... non, c'est vrai que... Voilà. Donc, je savais que ce serait moi qui serais en charge. Et voilà, ce couple, c'est surtout cette femme, était trop contente de pouponner ma fille. Ma fille était contente aussi. Ouais. Voilà, enfin, tout le monde était content. Moi aussi, j'avais les mains libres du coup. Elle avait dormi quand même dans l'avion, il me semble. On avait cette espèce de lit là où on peut les mettre. Le bassinet. La bassinette, ouais. Et c'était pas traumatisant comme voyage. Donc c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Ok. Voilà, les oreilles, ça a été aussi a priori. Mais j'étais très stressée. Très, très, très stressée. Mais ça a été. Et le voyage sur place en Suisse, tout le monde était content de l'avoir rencontrée. Aussi, de nouveau, que le fait qu'elle dormait seule, on a dû s'arranger. Il fallait, selon justement les dires du livre, il fallait vraiment qu'il y ait 2 endroits séparés, qu'elle dorme dans un endroit et nous dans un autre. Donc on s'est arrangé des fois quand on dormait dans des gîtes où il n'y avait pas vraiment de chambres séparées. On a été en Dordogne aussi parce que j'avais des séminaires là-bas. Elle avait rencontré tout le monde et mes amis, mais ça a été. Ouais. Ok. Tu faisais comment au niveau de la vie sociale? T'avais des mamans, t'avais des copines mamans? Alors j'en avais quelques-unes. J'allais aux réunions de la Lecce League, Ouais. ce qui m'a permis de rester en contact avec des mamans. C'est des mamans de quel pays? Majorité des c'était un groupe francophone, donc c'était des mamans francophones, majorité de françaises. J'ai aussi rencontré des mamans. Quand on a un petit bébé, il y a moyen de participer à des réunions, enfin des ateliers, des activités avec des autres mamans et leurs bébés organisés par la mairie. Ouais.
Et je me souviens que quand ma fille avait 2 ou 3 mois, j'avais été à une de ces réunions et j'ai rencontré celle qui est devenue, entre guillemets, ma meilleure amie japonaise. Et donc, elle habitait dans le quartier, c'était pratique, on se voyait quand même de temps en temps, elle venait chez moi, ou j'allais chez elle. Et c'était sympa, mais c'était... Alors, les autres, Mama Tomo, Mm. j'en ai eu, mais il n'y avait pas forcément un feeling de ouf. Il y en avait une qui était aussi franco-japonaise, avec qui je m'étais très bien entendue. Mais il y en avait des autres, des mamans japonaises, justement, avec qui j'avais pas un feeling de ouf. Mais au final, je passais du temps avec elles plutôt parce que j'avais pas d'autres choses à faire. Et il y en avait beaucoup qui venaient chez moi aussi parce que, en fait, c'était un peu. J'avais l'impression qu'elles étaient curieuses de savoir comment c'était chez moi. C'était beau chez moi. Il y en avait aussi qui étaient curieuses de savoir comment je m'occupais de ma fille. C'était beaucoup de la curiosité, Ouais. de voir, de discuter, beaucoup de questions, de savoir comment on s'occupe des enfants, vu que c'est une culture différente. C'était beaucoup de la curiosité. Donc j'ai pas beaucoup approfondi plus que ça avec les mamatomo entre guillemets. Et j'avoue que j'étais déjà tellement avec mon bébé que j'aurais préféré, je pense, avoir quelque chose qui me sort de ça. Mm. Mais bon, j'avais rien d'autre. Qui te sort de ça, c'est-à-dire d'avoir des amitiés autres que des mamatomo en fait. J'ai des autres amitiés, mais d'avoir plus d'occasions de parler avec des adultes et pas de bébés. Ouais. Voilà. Parce que tout tournait autour de ça. Et j'ai l'impression que je me suis perdue. J'étais une maman. C'est tout. C'est pas facile. Non. C'est pas Franchement, facile. c'était dur. En fait, j'ai enduré cette première année. On va dire, j'ai serré les dents. J'ai pris beaucoup sur moi. Mais je crois que j'ai une capacité, j'ai une endurance assez forte qui a fait que ben, j'ai accumulé. Et voilà, je pouvais porter beaucoup, donc j'ai pris tout ce que je pouvais porter, quoi. Et forcément, bah, il y a un contre-coup là-dessus. Et euh, avec le recul, je me dis que finalement, le contre-coup, le fait que je sois partie de chez moi, que j'ai décidé de divorcer, et ce genre de choses, et tout ce qui s'est passé avant aussi pour en arriver là, finalement, c'était pas si violent que ça par rapport à ce que j'ai enduré. Donc, sur le moment, ça me paraît. Alors, la Magali qui est en train de parler maintenant, c'est pas la même qu'avant. Et celle qui était là avant, si elle m'entend parler, me donnerait des baffes, je crois, parce que elle me dirait, mais tu te rends pas compte, c'était horrible, un cauchemar, un enfer. Mais franchement, ça aurait pu être pire. Est-ce que tu as des souvenirs de moments qui ont été très durs? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a permis de progressivement sortir de ces moments difficiles? Si tu en as eu. Alors oui, il y a eu des moments très durs, quand on sait pas quoi faire, quand on a un bébé qui pleure et que rien le calme Ouais. et que t'es crevé. Ça, vraiment, c'était infernal. Mm. À ces moments-là, par exemple, si c'était pendant la nuit, c'est vrai que mon ex-mari avait quand même pris relais de temps en temps, quand j'en pouvais plus. C'est lui qui la prenait et que ben, du coup, moi, j'allais m'enfermer dans une autre pièce. Pour te calmer les esprits, en fait, Ouais, parce que pour faire une coupure. ouais, pour arrêter la surstimulation, en fait, des oreilles, de la Visuelle. Ouais. frustration, de la fatigue. Mais bon, après, je revenais. Une fois que ça durait pas trop longtemps, hein, mais après, je revenais. De toute façon, ça finit toujours par passer, en fait. Bah, c'est ça. Et il y a franchement quelque chose que je me rends compte qui m'a foutu vraiment très très bas sur le moment parce que je ne me rendais pas compte, c'est que cette année-là, j'ai cru que ça durait pour toujours. De ouf. J'ai cru que ça durait pour toujours, que ma vie, ça serait ça. Ouais, que t'es un peu. Enfin, moi, j'ai eu une sensation de condamnation, en fait. Exactement. Et en fait, là, qui je suis maintenant, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et me dire à moi-même, tu vas voir comme ça va être incroyable après. Tu vas voir la personne ultra forte que tu vas devenir et
comme c'est 10 ans que tu as pris dans la face, tu as pris aussi 10 ans de force et d'expérience qui font de toi une personne encore plus compétente en plein de choses. Donc, sur le moment, tu vois pas le bénéfice, tu vois pas qu'est-ce que ça peut t'apporter. Mais après coup, tu te dis, waouh, en fait, c'est comme si tu avais investi tout ton argent dans un truc que tu savais pas ce que ça pourrait rapporter. Et là, après le temps passé, tu vois qu'en fait, ça a doublé, voire triplé, quoi. Ok. Hyper puissantes ces paroles. Bah du coup, à l'inverse, tu te rappelles de moments où tu t'es dit, ouais, c'est chambé, c'est trop cool. Euh, oui, en fait, mais je dois vraiment avouer que les moments où je ressentais ça étaient inférieurs, vraiment minoritaires par rapport aux Ouais, moments où c'était dur. ouais, Mais c'est vrai que quand il y a eu des moments où tout d'un coup mon cœur était rempli quand je la voyais, mais franchement, quand je vois les photos d'elle quand elle était plus petite, je me suis dit, mais comme j'ai pas assez profité, comme j'ai pas compris ce que j'avais devant les yeux, ouais. je vois les photos d'elle comme elle était mignonne et ce qu'elle faisait, les vidéos, La et petite je pomme. fonds en fait. Ouais, Alors que sur le moment, je voyais que du travail ouais, quand je la regardais. ouais. Je voyais que de la fatigue et que des obligations. Et en fait, maintenant, oui, je regrette un peu. Mais du coup, quand je regarde ces vidéos et tout, je me charge en fait de tous ces sentiments-là que je ressens en regardant ces vidéos et j'essaye de lui donner ça maintenant. Quand elle a 6 ans, c'est peut-être un peu tard, mais j'essaye de remplir ce petit cœur en fait de ce que j'ai pas pu lui donner en attention pure et bienveillante à ce moment-là. Parce que bon, quand tu t'occupes d'un enfant parce que t'as pas le choix, forcément tu fais comme tu peux, hein. Tu fais comme tu peux et Mais t'as pas l'espace mental. exactement. Mais du coup, tu sais que tu peux, enfin, que ça pourrait être mieux dans un sens, mais tu peux pas. Voilà, tu fais avec ce que t'as. Et bah du coup, mon état d'esprit a beaucoup changé et mon regard sur le fait d'être maman, sur la façon d'être maman aussi a beaucoup changé. Donc, et ça continue à évoluer. Ça continue à évoluer. Mais maintenant, du coup, je pense que je peux lui apporter une meilleure attention aussi. Parce que j'ai ce regard-là sur le passé. Ouais. Trop beau. Trop beau et ça me fait du bien en vrai d'entendre Ouais. ça. Ah bah, je suis contente. Parce que, enfin, voilà, pour moi, c'est important aussi que les femmes comprennent. Même si, bien sûr, je me serais écoutée, moi, dans le passé, je me serais écoutée là maintenant, je me suis dit, mais elle comprend pas. Mais je pense que c'est important de comprendre que c'est vraiment dur et que, bah, en fait, voilà, on apprend, en fait. Je pense qu'on est maman pour apprendre quelque chose aussi. Moi, je me souviens, on m'avait dit ces mots-là, ça pourrait faire réagir, mais on m'avait dit que, de toute façon, les femmes qui font des enfants, c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Elles ont rien d'autre sur lequel se concentrer de plus prenant qu'un enfant. Du coup, elles font un enfant et ça les oblige en fait à faire quelque chose de leur vie. Et c'est vrai que ça fait un peu, ça peut faire réagir. Mais si j'avais pas eu Ayana, je serais personne aujourd'hui, je crois. Donc ça m'a permis de partir à la rencontre de moi-même aussi. Ça m'a poussé dans mes retranchements. Dans l'inconfort, j'ai découvert qui j'étais, quoi. Voilà. Trop beau. Euh, Alors, au même titre que la phrase que tu t'es, enfin la remarque que tu viens de citer, moi je me suis pris la réflexion, tu verras, les 12 premiers mois c'est chaud, mais après ça va. Et j'aime bien demander aux mamans ce qu'elles pensent de cette phrase en fait. Et La vraiment, problématique change. ouais. Oui, non, bien sûr, je peux pas nier je peux pas nier que je suis plus confortable maintenant, que je m'aime quand même beaucoup plus,
que je fais des choses pour moi, que ça m'a dégagé du temps. Aussi le fait d'avoir pu la mettre à la crèche à partir de ses 3 ans. Je suis devenue une personne. Je suis plus juste une maman. J'ai aussi compris que pour donner le meilleur de moi-même à ma fille, il fallait que je sois égoïste. Euh, il fallait aussi que je m'aime. Égoïste dans le sens penser à toi. Exactement. Exactement. Il fallait aussi que je sois un exemple pour elle. En fait, comment est-ce qu'elle saura s'aimer plus tard si moi je m'aime pas? Comment elle saura se mettre à la première place de sa vie si moi je le fais pas moi-même? On m'a traité d'égoïste, bien sûr, mais bon, ça, ce sont les restes de relations qui sont pas équilibrées. Quand j'ai décidé de partir et de me séparer de mon ex-mari, j'ai pas vraiment eu le soutien de ma famille non plus. Et Ayana, et la pauvre, une famille qui se déchire. Et bien sûr, mon ex-mari aussi qui était complètement contre cette décision, qui a essayé de me faire porter un peu la culpabilité. Mais le pauvre, c'est le seul moyen qu'il avait aussi pour faire face à ses propres sentiments parce qu'il souffrait énormément dans cette situation. Mais effectivement, j'ai quand même eu des moments où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai déchiré une famille. Mais pourtant, je sais que c'était la bonne décision. Je regrette pas du tout, même si des fois j'ai regretté, même si des fois je me suis demandé si c'était le bon choix. Mais maintenant, je suis fière parce que j'ai montré à Ayana que par-dessus tout, c'était moi que j'aimais. Et je veux être cet exemple pour elle. Je veux qu'elle s'aime aussi. Voilà. Donc j'aimerais l'apprendre à devenir égoïste aussi. Le mot égoïste, il est un peu connoté Je sais. de manière péjorative, alors que en fait, c'est penser à soi Oui, mais et mettre soi en priorité, en fait. voilà, mais en fait, j'utilise le mot égoïste parce que c'est comme ça qu'on m'a traité et j'en ai fait une fierté au bout d'un moment. En fait, il faut que... Pourquoi je me le suis approprié ce mot? C'est parce que me dire... En fait, quand les gens me disent tu es égoïste et ne pas réagir face à ce mot et me dire c'est ok, ben ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que justement, ce mot dérange, tu vas rentrer en réaction après. Tu vas essayer de justifier, tu vas essayer de dire je suis pas d'accord, alors que en fait c'est ok. Égoïste, ouais, c'est péjoratif, mais pourquoi en fait? Tant que je fais de mal à personne, tant que je gère en fait, que je suis ok avec les décisions que je prends, que je suis en paix, j'arrête d'être une plaie pour les autres aussi. C'est vrai. Et du coup, je gagne aussi, quand j'ai confiance en moi et que je sais qu'il y a une raison pour laquelle je comprends la raison pour laquelle je fais ce choix plutôt qu'un autre, et ben, ça me procure de la paix. Et quand je suis en paix, je suis disponible pour ma fille. Et je connais ma valeur et je peux la lui transmettre. Voilà, du coup, je suis solide et elle se sent aussi en sécurité et elle sait qu'elle peut reposer sur moi parce que Parce que t'es dispo. Voilà, exactement. Ben, je pense que c'est une bonne transition pour la question de fin. Vas-y. Pour les mamans qui seraient peut-être dans une période un peu difficile de leur année zéro ou qui s'apprêtent à entrer dans leur année zéro, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à leur transmettre? Alors moi, le conseil que j'ai, c'est de toujours être clair avec soi-même. Pourquoi on a fait ces choix? Pourquoi on fait les choix? Pourquoi on choisit ça plutôt que ça? Pourquoi on en est là maintenant? Qu'est-ce qui nous a amené à notre situation actuelle? Même si ça fait mal au cul les réponses, il faut les affronter. Et être en fait, comprendre pourquoi on a fait ça, ça permet d'aller au fond des choses et de corriger le tir si d'un coup on se dit mon Dieu, en fait j'étais dans le déni par exemple,
Ça permet de mettre ça en surface et puis on va dire de faire face à la situation. C'est pour ça que je suis transparente en fait maintenant, parce que j'ai fait un peu tout ce travail-là et j'ai décidé que je ne me mentirais pas. Je veux vraiment savoir, même si c'était motivé pour des mauvaises raisons. J'ai fait avec ce que j'avais. Et une fois qu'on est au courant de la situation, on a le contrôle sur la situation. On peut la maîtriser. Plutôt que la contrôler, je dirais maîtriser, je préfère ce mot. Et on peut la maîtriser et on peut corriger le tir et surtout demander de l'aide. Comprendre qu'on ne doit pas apprendre plus que ce qu'on devrait. Moi, je pense que j'aurais demandé plus d'aide. Avec le recul, j'en ai pris beaucoup trop, mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, je pense que j'aurais dû déléguer davantage, être beaucoup plus de l'idée plus en fait, de déléguer, de donner le lead aussi. Par exemple à mon ex-mari ou rentrer plus souvent en Suisse peut-être, ou essayer de trouver un moyen tout simplement et de dire voilà c'est comme ça et pas autrement, j'ai besoin de ça. J'aurais été forcément quelqu'un de plus efficace, plus aussi disponible pour ma fille si je l'avais fait. Encore une fois, on a fait du mieux qu'on pouvait. Exactement. Mais oui, on a fait bien sûr. Ouais. Et toutes en fait, avec ce qu'on a. Mm. Il y en a qui ont plus que nous, il y en a qui ont moins que nous dans les mêmes situations. Mais de toute façon, je pars du principe que si cet enfant naît dans ces conditions, c'est pour une raison. Il y a toujours une raison. Et c'est pour ça que j'essaye de creuser toujours au fond des choses. Parce que si on comprend les raisons, du coup, ça permet de déculpabiliser. Moi, je pars du principe, c'est personnel, mais je pars du principe que nos enfants nous choisissent pour qui on est. Et donc, ils sont venus dans notre vie en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'on pouvait leur offrir, ce qu'on ne pouvait pas leur offrir. Donc, tout est parfait. Je vais rien rajouter parce que je trouve que c'est une très belle manière de terminer l'épisode. Merci beaucoup Lily. Je t'en prie, avec plaisir, mon plaisir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Buy Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, @021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année 0 et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous!